Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur LCF pour ce rendez-vous de l'information. Le baccalauréat première partie a officiellement démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 46 406 candidats à 7 inscrits pour le compte de l'année académique 2014-2015. L'homme le plus riche d'Ukraine, Rinat Akhmetov, s'insurge contre les séparatistes qui, selon lui, sèment le trouble dans l'est du pays. Il a appelé ses ouvriers à manifester pour la paix. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Démarrons cette édition avec la visite éclair du président Faure Gnassingbé à son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les deux hommes ont évoqué la coopération bilatérale et les questions de sécurité. Le Nigeria et le Mali étaient également au cœur des discussions. Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara ont souligné l'urgente nécessité de mettre un terme aux nuisances du groupe Boko Haram au Nigeria et même dans les pays limitrophes. Comme nous le disions en début de cette édition, les épreuves du baccalauréat première partie ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des enseignements primaires et secondaires et celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'industrie ont sillonné les grands centres d'écrit de la capitale pour s'assurer du bon déroulement des épreuves et souhaiter bonne chance aux candidats pour le compte de l'année académique 2014-2015. 46 406 candidats se sont inscrits au baccalauréat première partie. Reportage Gloria Anani, Samuel Niaoui. Pendant 4 jours, ces apprenants auront à démontrer ce qu'ils ont pu retenir durant les 7 mois de cours. Le ministre des enseignements primaires et secondaires, conjointement avec son collègue Bouraïma Diabakté de l'enseignement technique, ont tenu à s'assurer du démarrage effectif des épreuves écrites du probatoire communément appelé Bac 1. Ici, au lycée technique d'Adido Gomé, les choses sérieuses ont déjà commencé avec l'épreuve de français. Quelques minutes pour encourager ces jeunes candidats et direction le lycée de Tokoin. Là aussi, tout se déroule bien. Chacun des candidats se trouve devant son épreuve de français et son rabat. Nous disons que ça se passe bien. Tous les établissements ont commencé, tous les surveillants sont en place et les épreuves sont arrivées à temps et tout a bien commencé. Nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est au nom du gouvernement que nous nous sommes promenés pour souhaiter beaucoup de chance et du courage à tous les candidats. Et des nouvelles que nous avons de l'intérieur, nous pensons que tout se passe bien et que le bac 1 se passe dans de très bonnes conditions. Pour cette année 2013-2014, des dispositifs sont mis en place à tous les niveaux, ceci pour permettre le bon déroulement des épreuves dans de bonnes conditions. Le dispositif est à 2 niveaux. Le dispositif est d'abord au niveau de nous-mêmes, de nos enseignants, qui pouvaient éventuellement remplacer les absents de manière à ce que tout se passe bien. Et au niveau de la gendarmerie, de la police, qui nous aide sur toute l'étendue du territoire également, je pense que tout le monde est en place et ça se passe bien. 46 406 candidats, dont 14 965 filles, sont inscrits pour cet examen de baccalauréat première partie. Un passage obligatoire pour accéder à la classe de terminale. Les épreuves se poursuivent jusqu'au vendredi prochain. Plusieurs acteurs des domaines de la sécurité et de l'environnement se sont retrouvés ce mardi à Lomé pour un séminaire sur la sécurité environnementale. Initié par l'État togolais, ce séminaire a pour objectif de permettre aux participants de réfléchir de façon plus efficace sur les dispositions à prendre face aux nouveaux défis que posent les comportements criminels des réseaux de braconniers. L'idée est d'assurer à terme une plus grande sécurité à nos ressources naturelles. Roger Amignan, Areno à Larare. Tout voleur a son moyen de pouvoir échapper aux propriétaires. Et donc, ils ont des moyens de dissimulation très sophistiqués. 2 phrases qui expliquent tout, 2 phrases qui suscitent réflexion, 2 phrases encore qui mettent à mal le présidium ici présent. À cette rencontre, il est question de réfléchir aux voies et moyens devant permettre au Togo d'assurer une meilleure sécurité aux ressources naturelles. La faune, la flore, les ressources forestières, l'agriculture et autres sont menacées. Il faut couper de l'oxygène aux trafiquants et marchands illicites. Notre pays connaît depuis quelques années un phénomène de trafic assez curieux portant sur le commerce d'ivoire alors qu'il n'en est pas producteur, dans la mesure où sa faune ne dispose à ce jour
que de 115 éléphants selon le dernier comptage effectué en 2013, répartis dans les différents parcs et réserves de faune nationaux. Il importe de reconnaître au niveau global, c'est-à-dire mondial, la faiblesse de la gouvernance et l'échec des politiques nationales qui ont certainement entraîné l'intensification du braconnage et des autres actes illicites. Ces échecs ont amené la communauté internationale à tenir plusieurs rencontres, dont celle de décembre 2013 à Paris et février 2014 à Londres, où le chef de l'État a eu à réaffirmer la détermination du gouvernement togolais à participer efficacement à cette lutte. Un pari qui commence par être gagné au Togo entre janvier 2013 et janvier 2014. Ce sont au moins 4 tonnes et demie d'ivoire, 23 kg d'écailles de pangolin et 2 cargaisons contenant de bois illicites qui ont été saisies à Lomé. Rassurant mais pas suffisant, les braconniers et associés réfléchissent toujours à d'autres détours. Les autorités prennent la mesure des choses. Il faut aller dans des laboratoires de disposition sécuritaire, un processus qui exige la mise en commun de tous les services, mais pas que cela. Le deuxième objectif, c'est à travers ces échanges, de retenir les éléments cadres qui pourront permettre l'élaboration des TDR en vue de la rédaction d'une stratégie nationale pour la sécurité environnementale et ensuite voir dans quelle mesure on peut mettre ensemble un comité directeur pour essayer de donner des orientations pour un groupe d'appui au niveau national en ce qui concerne la sécurité environnementale. Ce séminaire de 24 heures a aussi d'autres ambitions, susciter davantage l'admiration des partenaires techniques et financiers pour une réussite de cette lutte d'envergure internationale. Permettre une meilleure appropriation du programme AC des pauvres aux services financiers par les femmes principales bénéficiaires. Voilà l'objectif de la tournée initiée par la ministre du Développement à la base à l'intérieur du pays. À Kara, tout comme à Dapaon, cette tournée a suscité une forte mobilisation des bénéficiaires, que ce soit à Soumdinaba ou du côté de la coopérative des tisserandes de l'Attendé à Dapaon. Les groupements ont bénéficié de ces microcrédits de 30 000 francs CFA, alors que d'autres potentiels bénéficiaires suivent des formations pour être éligibles. Hugatikmo. L'étape de Kara de la tournée de soutien au démarrage des actions sur le terrain du Fonds national de la finance inclusive constitue un retour aux sources. Le premier produit du FNFI, l'APSEF, est allé à la rencontre des populations de la région de la Kara. Le prophète de la COSA a salué cette initiative dont les grands axes ont pour objectif la réduction de la pauvreté. Le message véhiculé, l'APSEF est destiné à tout le monde et ce n'est pas un don ou un cadeau, mais il faut se constituer en groupe solidaire, suivre une série de formations sur la gestion financière et procéder au remboursement à temps du crédit. La ministre du Développement à la base a exhorté les femmes à saisir cette opportunité pour enfin réussir leur vie et contribuer ainsi au développement du pays. Nous sommes allés dans les coins les plus reculés du Togo. Nous avons circulé des hameaux, des fermes, pour écouter les populations. Et vous savez, ce qui revient chaque fois, du sud au nord, de l'est à l'ouest, c'est que les gens sont organisés, ils sont mobilisés, ils sont en groupement, mais des fois ils ont besoin de 5 000 francs, de 10 000 francs, d'un petit crédit pour développer une activité génératrice de revenus, mais ils n'ont pas. Maintenant, l'APSEF est là pour satisfaire tout le monde. Déjà, les institutions de microfinance partenaires du FNFI, telles que Promofinance, Copec Kara, CK ou autres Copec AD, ont commencé par ratisser large en vue d'offrir aux potentiels bénéficiaires des outils pour mieux rentabiliser les activités génératrices de revenus. On a commencé les activités avec ces fédérations de femmes qui sont en train d'œuvrer au niveau de la région. Donc avec ces femmes, on a déjà commencé la sensibilisation, notamment les formations. On a fait déjà 2 séances de formation avec ces femmes et nous sommes déjà prêts pour le déblocage des fonds. La délégation a aussi visité l'agence du FNFI Kara qui sera bientôt ouverte, puis direction Soumdinaba, localité située à 12 km de Kara. Ici, la société de coopérative Scoop Théophema, composée de 25 membres, a pour activité essentielle la transformation du manioc en gari, la production de l'eau rouge, la transformation de fromage en soja et la préparation de la boisson locale Toupe.
Après Kara et Soumdina, la délégation s'est rendue à Dapaon et c'est la coopérative de Tisserand de l'Intendé qui a accueilli les responsables du FNFI. Composée de son ancien membre, cette coopérative assure l'apprentissage en couture et tissage traditionnel aux jeunes filles, mais aussi la savonnerie et une huilerie artisanale. Dans ce magasin sont entreposés les chefs-d'œuvre réalisés par ces femmes qui ont reçu un financement de la COPEC SIFA. On a eu vraiment une grande formation avant de recevoir cet argent. Quand on a eu cela, on n'avait que peut-être un paquet de fils à tisser. Et maintenant, quand l'argent nous est venu, on a maintenant beaucoup, au moins 3 ou 4 paquets. Et dans le magasin, peut-être on avait 1 ou 2 pagnes seulement exposés. Mais maintenant, on a beaucoup de pagnes et on a cousu même des boubous pour ça, pour pouvoir en bénéficier sur ça. L'État de Dapaon clôture ainsi la tournée. Les initiateurs sont satisfaits de l'appropriation des couches vulnérables sur toute l'étendue du territoire national. C'était une occasion de revenir encore sur certains éléments par rapport à la population éligible et les conditions qu'il faut remplir avant de bénéficier du crédit APSEF. On peut tirer un résultat de satisfaction pour cette tournée de sensibilisation et surtout de soutien aux actions de démarrage du produit APSEF. Les sensibilisations vont se poursuivre par les différents partenaires qui doivent intervenir sur le terrain et à mi-parcours, on reviendra sur le terrain pour faire une évaluation pour s'assurer qu'effectivement la population cible qu'on a visée au départ au lancement du produit APSEF a été effectivement touchée. Le FNFI a pour mission de rendre accessibles les services financiers à tous, surtout les plus pauvres, par l'entremise des banques et des institutions de microfinance. Son mode opératoire consiste à rechercher auprès de l'État et de ses partenaires en développement des ressources sous forme de lignes de crédit qu'il met à la disposition des institutions de microfinance de manière à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires et adaptées pour faire face aux besoins des populations à la base. Nous poursuivons cette édition avec l'affaire Patrice Talon au Bénin. Depuis Cotonou, nous recevons notre correspondant Isidore Ormel Tokou. Bonsoir Isidore. Bonsoir Isidore. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Est-ce que l'affaire Yaïboni, Patrice Talon, qu'on a un nouveau rebondissement avec la mise en liberté provisoire des personnes accusées et arrêtées, pourrait-on comprendre par là que le pardon du chef de l'État béninois a eu une incidence juridique? Je pourrais dire d'entrée de jeu que c'est une belle et grosse question parce que au-delà de tout, nous sommes dans un État démocratique et normalement, l'exécutif n'a pas à se mêler de la justice, dit-on, étant donné que les pouvoirs sont séparés dans un État démocratique. Mais une chose est de constater que depuis hier, lundi 19 mai, donc, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Cotonou a donc prononcé la liberté, a ordonné du moins la libération provisoire de tous les détenus et la restitution de leurs biens et avoirs saisis. Donc, est-ce que c'est pour faire suite à la décision ou au pardon du chef de l'État ou est-ce que c'est le processus dans lequel la Cour suprême avait renvoyé qui a conduit à cette décision-là? On ne saurait le dire tout de suite. Alors, dites-nous, comment est-ce que les Béninois ont accueilli cette nouvelle? Eh bien, pour beaucoup de Béninois, c'est un peu comme une décision à laquelle on a été préparé déjà depuis la décision de la Cour suprême, depuis la cassation donc de la Cour suprême et ensuite le discours du chef de l'État. Je pense que pour beaucoup de Béninois, il y a d'abord une préparation psychologique, donc rien n'étonne. Mais par contre, même les accusés, à les écouter à la sortie de la prison, principalement la nièce du chef de l'État qui est impliquée, qui disait ceci, je cite, « Je rends grâce à Dieu, je suis contente, mais je suis toujours révoltée, car tout cela était méchant. » Et je remercie mon avocat et mes parents qui m'ont soutenu. Je remercie également tout le peuple béninois, je remercie mes amis. Eh bien, c'est ce que j'ai à dire, fin de citation. C'était donc des propos de la nièce du chef de l'État, Cora Zouberet, à la sortie de prison, juste à la sortie. Donc on se dit
quand même qu'il y a encore beaucoup de non-dits dans cette histoire, pour ne pas dire que la vérité n'est toujours pas encore révélée. Voilà, qu'en est-il aujourd'hui de Patrice Talon, si on sait qu'un mandat international a été lancé contre lui? Jusque-là, on n'a pas encore eu de suite à ça. C'est vrai que nous avons essayé d'entrer en contact avec des proches de Patrice Talon, donc nous n'avons pas encore eu une suite positive, mais ce qui est sûr, un peu comme je le disais la semaine dernière, les avocats de Patrice Talon, la dernière fois déjà dans leur réaction, se sont opposés donc à des phrases ou à des mots utilisés par le chef de l'État dans son message à la nation. Pour eux, leur client n'a jamais tenu de ces propos-là, et que si éventuellement il y avait pardon ou il y avait négociation, eh bien c'est une démarche entamée par le pouvoir, c'est une démarche demandée et une négociation demandée par le pouvoir et non leur camp. Est-ce que vous aviez déjà quelques échos sur la suite de la procédure? Pour la suite de la procédure, eh bien, le communiqué ou la décision de la Chambre d'accusation était un peu plus clair. C'est vrai, ils sont libérés provisoirement, mais le dossier est renvoyé pour le 16 juillet prochain pour le fond. Pour le fond, donc le 16 juillet prochain, un peu comme le disait Maître Séverin Maxime Quenom, un des avocats de la défense, eh bien, le 16 juillet prochain, vous verrez que nos clients seront totalement lavés de tout soupçon, ce qui va confirmer les décisions que le juge Angelo Oussou, qui était à l'époque, enfin le 17 mai 2013, le juge du 6e cabinet d'instruction, qui avait prononcé des non-lieux par rapport à ces affaires-là et avait ordonné donc la libération de ceux-là qui étaient détenus dans ces affaires-là. Donc rendez-vous est donc pris pour le 16 juillet, mais pour le moment, les détenus sont rentrés chez eux. On attend maintenant de voir ce qui va se passer puisque la Cour a ordonné la restitution des avoirs et bien saisis auprès de ces détenus-là. Voilà, merci à toi Isidore Ormel Toku depuis Cotonou. En Ukraine, Rinat Armetov, l'homme le plus riche du pays, signe son entrée dans la crise qui secoue l'est du pays. Il a appelé ses ouvriers à manifester pour le retour de la paix, ce qui a d'ailleurs été fait. À quelques jours de la présidentielle, Rinat Armetov a montré clairement sa position et soutient les pro-européens. Concert de klaxons dans les rues de Donetsk. Rinat Armetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, a demandé à ses ouvriers de sortir des usines à midi pour manifester pour la paix et contre les séparatistes qui ont voté l'indépendance de la région il y a 10 jours. Est-ce que quelqu'un au Donbass connaît au moins un des représentants de cette République populaire de Donetsk? Qu'ont-ils fait pour notre région? Je ne leur permettrai pas de détruire le Donbass. Je suis né ici et je vis ici. Celui qui pèse près de 9 milliards d'euros, notamment grâce à ses actifs dans la métallurgie, le charbon ou la banque, et qui possède le club de football du Shakhtar Donetsk, a donc finalement choisi le camp de l'unité nationale, après avoir soutenu le président pro-russe destitué Viktor Yanukovych. Et alors que les séparatistes ont annoncé la future nationalisation des entreprises de la région, dont celle d'Armetov, ses employés, comme ici ceux d'une usine de Mariupol, semblent sur la même ligne que leur patron. Les gens sont inquiets pour leur futur et leur travail à cause du désordre qui règne à Mariupol. L'empire financier du milliardaire est devenu l'un des enjeux de la crise, alors que les élections présidentielles doivent avoir lieu dimanche dans le pays. Direction la Thaïlande où l'armée a décidé de reprendre le contrôle du pays suite à la crise politique que traverse depuis 2 mois le pays. Les médias sont donc officiellement sous censure. Un possible coup d'État que redoutent les pro-gouvernements. Les élections législatives anticipées ont été convoquées pour le 3 août prochain. Les explications d'Amandine Sellier. À peine la loi martiale annoncée à la télévision, soldats et véhicules blindés sont déployés à travers la capitale. Le secteur des hôtels et des télévisions est particulièrement quadrillé. 10 chaînes sont d'ailleurs privées d'antennes jusqu'à nouvel ordre pour ne pas, selon l'armée, déformer l'information et aggraver le conflit. La prochaine étape est d'essayer d'amener les parties rivales à parler en paix. Il ne peut y avoir des négociations s'il n'y a pas de paix, s'il y a encore des mouvements de provocation et d'incitation à la violence. Scène de liesse devant le siège du gouvernement, les manifestants d'opposition sont convaincus que la loi martiale va servir leur cause, la nomination d'un premier ministre neutre qu'ils appellent de leur vœu depuis des mois.
C'est la bonne chose à faire. Les soldats doivent maintenir la paix et l'ordre dans le pays parce qu'il s'est passé beaucoup de choses négatives. Pas question pour autant de décamper. Le chef des chemises jaunes a annoncé en fin de journée que les manifestations continueraient. Pas question de bouger non plus pour les chemises rouges. Les manifestants pro-gouvernementaux se méfient de l'armée et s'inquiètent d'un possible coup d'État. L'armée essaye de résoudre les problèmes, mais elle ne fait que créer une crise nouvelle et plus grave en Thaïlande. Alors les chemises rouges et le Front National Uni pour la démocratie et contre la dictature vont suivre avec attention la situation. De son côté, le chef du gouvernement par intérim a appelé l'armée à respecter la démocratie. À la fin de la journée, il annonçait l'organisation d'élections législatives pour le 3 août. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.